Les familles des 4 étudiants de l'Université de l'Idaho que Brian Koberger a admis avoir assassinés poursuivent l'Université de l'État de Washington pour décès injustifiés et accusent l'université de négligence. À présent, l'Université de l'État de Washington répond à la plainte dans un nouveau dossier judiciaire. Je vais vous exposer la réponse de l'université aux accusations selon lesquelles elle savait qu'un prédateur était sur le campus sans agir. Je suis Angela Levy, voici Crime Fix. Des affaires comme les meurtres de l'Idaho me font vraiment réfléchir à l'importance de protéger mes informations personnelles et les vôtres. En ligne, des informations comme votre nom, numéro de téléphone ou adresse circulent sur Internet pour être vendues par des courtiers en données ou volées par des escrocs. Ancony, notre sponsor, vous aide à reprendre le contrôle en identifiant les courtiers détenant vos données et en exigeant leur suppression. À mon inscription, plus de 50 courtiers avaient mes données, qui ont disparu en quelques jours. La configuration prend quelques minutes. Créez un compte, autorisez Ancony à agir pour vous et ils gèrent tout grâce à leurs nouveaux forfaits illimités. La suppression personnalisée permet de soumettre des liens contenant vos données qu'une équipe d'experts en confidentialité supprimera pour vous. Pour votre sécurité en ligne, reprenez le contrôle de vos données avec Ancony. Utilisez le code CrimeFix pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Les familles de Kaylee Gonsalve, Maddie Mogan, Ethan Chapin et Xana Kernodle. Elles veulent que quelqu'un paie financièrement pour les meurtres de leurs enfants et elles estiment que l'Université de l'État de Washington est l'entité qui devrait payer et payer cher. Les familles attaquent l'Université de l'État de Washington pour décès injustifiés et négligence, affirmant que l'école savait que Brian Koberger était un prédateur potentiel et n'a rien fait. L'Université de l'État de Washington répond à la plainte devant le tribunal et dit « Pas si vite, je vous expliquerai ce qu'elle affirme. Petit rappel rapide si vous n'avez pas suivi. Koberger était en premier semestre comme assistant d'enseignement et doctorant. Étudiante en criminologie à l'Université de l'État de Washington, elle a avoué avoir tué Kaylee, Maddie, Xana et Ethan. Aux premières heures du 13 novembre 2022, Koberger niait avoir commis les meurtres jusqu'en juillet 2025 lorsqu'elle a plaidé coupable des meurtres en échange du retrait de la peine de mort. Alors, permettez-moi de demander, l'avez-vous fait? Le 13 novembre 2022, entré dans la résidence au 1122 King Road à Moscou, Idaho, avec l'intention de commettre le crime de meurtre. Oui. L'as-tu fait? Le 13 novembre 2022, dans le comté de Leito, État de l'Idaho, as-tu tué et assassiné Madison Mogan, un être humain? Oui. Et l'as-tu fait volontairement, illégalement, délibérément, avec préméditation et avec intention malveillante? Suite à l'arrestation de Koberger en décembre 2022. De nombreuses rumeurs disaient que Koberger mettait les femmes mal à l'aise à l'Université d'État de Washington et créait de vrais problèmes là-bas. Son propre avocat y a même fait allusion lors des audiences préliminaires et a attribué le comportement de Koberger à son niveau, un diagnostic d'autisme. Mais votre honneur, quand je parcours les montagnes de documents de l'enquête, il y a probablement une centaine d'heures d'entretien avec des personnes que M. Koberger a côtoyées à l'université WSU. Et bien sûr, ces entretiens ont eu lieu seulement quelques heures ou quelques jours après que les gros titres ont annoncé que M. Koberger avait été arrêté dans cette affaire. Et les personnes avec qui il est allé à l'école, avec qui il a interagi, avaient des choses peu aimables à dire sur lui, et beaucoup de ces choses peu aimables prennent tout leur sens quand on les comprend. Dans le contexte de l'autisme, la façon dont il peut se tenir dans une pièce près d'une porte, la façon dont il peut regarder une personne trop longtemps, leurs témoignages sont différents quand on sait qu'il est autiste et qu'on connaît les caractéristiques qu'il présente. Après la condamnation de Koberger à 4 peines de prison à vie pour les meurtres de Kaylee, Maddie, Xana et Ethan, nous avons entendu ce que disaient les gens de l'Université d'État de Washington sur Koberger et c'était terrifiant. Des étudiantes ont signalé à la police de l'État de l'Idaho que Koberger les suivait jusqu'à leur voiture et bloquait les portes ou bureaux quand elles voulaient partir. Et une professeure du département de criminologie craignait que Koberger ne soit un futur prédateur potentiel. Un plan prévoyait d'arrêter le financement de Koberger à la fin du semestre, quelques semaines après les meurtres. La plainte des familles estime que l'Université d'État de Washington aurait dû exclure Koberger bien plus tôt. Et s'il l'avait fait, il n'aurait peut-être pas été dans la région en novembre 2022. La plainte déposée par les familles affirme que l'Université d'État de Washington a recruté Koberger et l'a fait venir de Pennsylvanie à Washington sans l'avoir correctement vérifié.
Elle affirme également que l'Université d'État de Washington n'a pas contrôlé son employé qui harcelait des femmes sur le campus, selon la plainte. Pullman, dans l'État de Washington, est à quelques kilomètres de Moscow, dans l'Idaho, où se trouve l'Université de l'Idaho. Cette région est appelée la communauté de Pullman-Moscow. Dès son arrivée dans la communauté de Pullman-Moscow, Koberger s'est rapidement forgé une réputation de comportement discriminatoire, de harcèlement et de traque, suscitant une grande peur parmi les jeunes étudiantes et ses collègues de l'université WSU, au point que plusieurs femmes ont dû bénéficier d'escortes de sécurité régulières. Malgré la réception d'au moins 13 signalements officiels concernant le comportement inapproprié, prédateur et menaçant de Koberger, l'université WSU n'a pris aucune mesure significative et a laissé son comportement s'aggraver sans intervenir. La plainte mentionne aussi le passé de Koberger en Pennsylvanie, ses années d'adolescence difficiles et sa dépendance avant que l'université WSU ne l'intègre à la communauté de Pullman-Moscow. Il avait des antécédents de dépendance à l'héroïne et avait été arrêté pour vol. Il avait publié pendant des années de nombreux messages sur des forums publics en ligne, commentant son incapacité à ressentir des émotions et ses pensées folles. Exclu d'un programme pro au lycée suite à des problèmes avec des femmes. Plus tard, les commerçants locaux, inquiets de son comportement envers les jeunes femmes, prenaient des notes électroniques pour avertir les employés à son arrivée. Il avait aussi suivi un 3e cycle en criminologie où il se passionnait pour les tueurs en série. La plainte de la famille indique aussi que Koberger était si inquiétant qu'une étudiante utilisait un code pour lui, selon la plainte. À plusieurs reprises, des employés de l'Université d'État de Washington restaient dans une pièce pendant que Koberger interagissait avec un collègue, craignant de le laisser seul avec lui. Une employée de l'Université d'État de Washington a demandé à sa collègue de lui envoyer un email avec pour objet 911 en cas de besoin d'aide à cause de Koberger. Lors d'une autre occasion encore, une étudiante de premier cycle de l'Université d'État de Washington s'est réfugiée dans les toilettes pour se cacher de Koberger, car elle était très mal à l'aise face à ses comportements effrayants. L'Université d'État de Washington a maintenant déposé une réponse à ce procès devant le tribunal fédéral. Il s'agit d'une réponse point par point à chaque allégation formulée dans le procès par les familles. La réponse indique que l'Université d'État de Washington reconnaît que Koberger a tué 4 étudiants de l'Université de l'Idaho le 13 novembre 2022. À l'exception de cela, l'Université d'État de Washington nie chacune des autres allégations du paragraphe 22 et nie spécifiquement que les meurtres soient le résultat de ses actions ou de ses inactions. La réponse précise aussi que le harcèlement criminel est un risque grave et fréquent pour les étudiants universitaires. Dans la mesure où ce titre appelle ou exige une réponse, l'Université d'État de Washington nie. L'Université d'État de Washington accueille Koberger à Pullman-Moscow et constate vite son comportement menaçant et harcelant. Dans la mesure où ce titre appelle ou exige une réponse, l'Université d'État de Washington le nie. Dans les parties du procès qui traitent des allégations selon lesquelles Koberger harcelait des étudiantes sur le campus. Une professeure pensait qu'il deviendrait un prédateur sexuel envers les étudiantes. La réponse est la même de la part de l'Université d'État de Washington. La réponse indique à plusieurs reprises que l'université n'a pas connaissance ou information suffisante pour admettre ou nier les allégations et les nie donc. Alors, comment cela peut-il être possible? Pour discuter de la réponse de l'Université d'État de Washington à ce procès, Leur réponse est le procès en général. J'aimerais faire intervenir Scott Thomas, avocat plaidant spécialisé en affaires civiles. Scott, merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, de façon générale, quelle est votre réaction, votre analyse du procès intenté contre l'Université d'État de Washington par les 4 familles, les victimes de Brian Koberger? bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai examiné la plainte et la réponse. La réponse se limite à des dénégations générales habituelles. Je pense que lorsque vous décomposez les éléments ou les fondements, si vous voulez, de chacune des différentes revendications. Les familles ont un chemin très difficile devant elles, principalement parce que les malheureuses victimes n'étaient pas des étudiantes de l'Université d'État de Washington. Cela va les hanter. Tout au long de la poursuite de ces affaires, chacun des éléments des revendications comporte une question commune. Y a-t-il une obligation chaque fois qu'il y a négligence? Tout d'abord, il faut établir une obligation. L'obligation doit aller de l'université vers les victimes, et c'est là le problème. Et dans l'action pour décès injustifié, il n'y a vraiment aucune obligation discernable. De l'Université de Washington vers les citoyens d'un autre État qui n'ont jamais été étudiants de l'université. Donc c'est là le problème.
Et pour la négligence, il y a 3 versions différentes de négligence qu'ils ont invoquées, explicitement ou implicitement. Embauche négligente, supervision négligente. Et celle qui est implicite, c'est ce que l'État de Washington appelle une réclamation pour protection négligente. L'embauche négligente. L'une se concentre sur la date à laquelle Koberger a été embauché. Et vraiment, la seule chose qu'on peut raisonnablement reprocher à l'Université d'État de Washington, c'est on peut raisonnablement dire qu'il savait ou aurait dû savoir que Koberger avait un problème d'héroïne ou qu'il avait été arrêté pour vol. Mais aucune de ces choses n'aurait pu alerter une personne raisonnable sur le genre de crime odieux que Koberger a commis plusieurs mois plus tard, les meurtres. Ce n'est tout simplement pas prévisible, ce n'est tout simplement pas envisageable dans ce genre d'environnement. Je comprends tout à fait ce que vous dites là. Parce que, vous savez, il était dépendant à l'héroïne. Et puis, vous savez, il a surmonté cette dépendance et il est allé à l'école ensuite. Donc, c'est comme, est-ce qu'on doit reprocher ça à quelqu'un pour le reste de sa vie? Je veux dire, il est allé en cure, il s'en est sorti et il était en rétablissement. Et puis, il a obtenu un master, il a bien réussi à l'école et il a été recommandé pour ce poste. Et puis le vol du téléphone portable était lié à cette dépendance à l'héroïne. Et ensuite, il n'avait pas de casier judiciaire. Donc après ça, vous savez, l'école, vous savez. Devrait-il s'attendre à lui en tenir rigueur lors du processus d'admission, même s'ils ont fait une vérification des antécédents, ce qu'on ne sait pas s'ils ont fait? Et juste pour souligner votre propos, Washington a l'une de ses lois, Ban the Box. En ce qui concerne le fait de donner une chance équitable aux personnes ayant un passé trouble d'accéder à des opportunités d'emploi, je ne sais pas si une vérification des antécédents a été effectuée, comme vous le dites, mais même si c'était le cas, et divulguer les faits que nous avons découverts après l'enquête. Sur le plan pénal, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui ait alerté l'université de l'horreur qui allait survenir par la suite. Parlons de l'aspect de la mort injustifiée dans cette affaire. Je veux dire, vraiment, quand j'ai lu la plainte initiale dans cette affaire, c'était vraiment stupéfiant, Scott. Parce que nous avons appris beaucoup de ces informations grâce au rapport d'enquête de la police d'État de l'Idaho lorsqu'ils ont été publiés l'automne dernier à la suite de demandes d'accès aux dossiers publics. Et il y avait des signaux d'alerte partout concernant Bryan Koberger sur le campus de l'Université d'État de Washington. Je veux dire, il y avait de vrais criminologues chargés de lui enseigner et qui disaient en gros, on ne peut pas renouveler ce type. Vous savez, on ne peut plus le garder sur le campus après décembre. En gros, ils le mettaient sur un plan d'amélioration et ils voulaient le virer à la fin du semestre. Ils avaient peur que Koberger les poursuive en justice s'ils le renvoyaient trop tôt. Mais il y avait des signaux d'alerte partout. Ils disaient, si on lui donne un doctorat, ce gars-là va devenir un futur prédateur. Je comprends d'où viennent les familles. Elles sont en colère, tu sais, elles sont bouleversées. Elles pensent que s'il l'avait simplement renvoyé, s'il l'avait viré, il aurait peut-être fait ses valises et serait retourné en Pennsylvanie, chez sa mère et son père, parce qu'il n'aurait même pas eu l'argent pour traîner ici. En Pennsylvanie, très probablement, ou plutôt à Washington, très probablement, et commettre ses homicides. Alors, est-ce que tu reconnais un endroit que tu connais? Est-ce qu'il y a un moyen pour ces familles de s'appuyer là-dessus pour une plainte pour décès injustifié? Eh bien, tu soulèves plusieurs points, dont l'un fait écho à ce qui est dans la plainte, disent-ils. Par exemple, si l'Université de l'État de Washington n'avait pas embauché, ou comme ils le disent, n'avait pas fait venir Koberger dans l'État de Washington, ces crimes ne seraient jamais arrivés. C'est ce qu'on appelle une cause directe. Si cela ne s'était pas produit, ces crimes n'auraient pas été commis. Cela ne suffit pas. Dans ce type de litige, ce que vous devez démontrer, c'est ce qu'on appelle une cause proche, ou une cause directe, ou substantielle. Et c'est vraiment le problème qu'ils ont. Ils disent essentiellement que la boule de cristal de l'Université d'État de Washington n'était pas assez claire pour prédire l'avenir. Tu as tout à fait raison, il y a de terribles signaux d'alerte, beaucoup de mauvaise gestion.
mais les signaux d'alerte sont toujours plus nets. Avec du recul, ces criminologues ne peuvent pas prédire l'avenir. Ils peuvent être des personnes brillantes, ils peuvent aller au FBI pour aider à attraper d'autres personnes qui ont simplement ce comportement déviant, mais ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Et pour toutes ces choses horribles qui se sont passées pendant les quelques mois entre son arrivée et les crimes. Il n'y avait rien qui aurait pu donner à une agence de maintien de l'ordre ce dont elle avait besoin. Une raison probable de le détenir, de l'arrêter, de l'interner, de le placer en observation, aucune de ces choses n'atteignait le seuil difficile que le comportement exige. Bien sûr, ce que je trouve incompréhensible, c'est qu'à notre époque, ce genre d'accusation faite par des étudiants de l'Université d'État de Washington n'ait pas été rapidement et rigoureusement enquêté. Ça me laisse vraiment perplexe. J'écris des manuels de l'employé pour des entreprises tout le temps, et ça, c'est toujours un aspect central. Vous mettez en place une procédure, l'étudiant peut accéder au mécanisme, un enquêteur est nommé, les faits sont recueillis, le plaignant est protégé contre les représailles. Toutes ces choses-là, et si l'on doit croire la plainte, rien de tout cela ne s'est produit. En fait, l'une des allégations est que l'université qui a reçu les plaintes, 13 plaintes, n'a jamais contacté Koberger lui-même. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment cela a pu arriver. Je ne sais pas si la personne responsable de ces choses-là n'était pas correctement formée. Mais c'est une grave défaillance. N'est-ce pas? Et pour moi, c'est vraiment stupéfiant. Absolument stupéfiant. Si c'est bien la vérité. Et si l'une des étudiantes qui a déposé l'une de ces 13 plaintes était la victime de Koberger, ce procès serait complètement différent. Ce serait complètement différent. Mais lorsqu'il franchit une frontière d'État, qu'il n'est plus sur le campus et qu'il se trouve dans un environnement qui n'a rien à voir avec WSU et que ses victimes n'ont aucun lien avec WSU. C'est tout simplement un monde complètement différent, un scénario différent, des critères différents. Et j'ai de la compassion pour les familles. Je suis très pessimiste quant à leur chance de surmonter leur incapacité à remplir certains des éléments centraux. Vous pouvez voir dans une partie de la plainte, je crois que ce sont les paragraphes 223 à 229. Les avocats font de grands efforts pour montrer le lien entre l'université de l'Idaho, où les victimes sont allées, et l'Université de l'État de Washington qui employait Koberger. Mais ces liens ne seront pas déterminants parce que les victimes n'étaient pas impliquées dans ces liens. Il n'y en avait pas. Ils n'étaient pas collègues à l'école de criminologie, ils ne participaient pas à des programmes croisés avec les cours qui étaient enseignés et accrédités par les deux universités. Vous ne pouvez tout simplement pas avancer sur ce terrain-là. Et je pense que c'est ce qu'ils espéraient en montrant qu'ils rentreraient dans cette catégorie. Les écoles ont le devoir solennel de protéger les élèves dont elles ont la responsabilité. Malheureusement, ces victimes étaient en dehors de cette protection. Quand il parle de supervision négligente, c'est là que vous savez, je suis sceptique à ce sujet. Parce que bien sûr, s'il supervise Koberger et qu'il harcèle sexuellement et traque en quelque sorte des étudiantes, mettant les étudiantes de l'Université d'État de Washington très mal à l'aise. Et ensuite, il en vient à assassiner une étudiante de l'Université d'État de Washington qui était la cible de l'une de ses plaintes. Je peux tout à fait voir un lien là et des motifs pour une plainte. Mais parce qu'il est parti de l'État de Washington à Pullman, a traversé les frontières de l'État, est allé pour une raison quelconque à Moscou et a commis ses crimes. Je veux dire, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il le surveille 24 heures sur 24. Je veux dire, on aurait dit qu'il préparait le terrain pour le renvoyer à la fin du semestre. Je suis d'accord. Et c'est, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, c'est très difficile. Toi,
Si une personne est libérée et que la personne est libérée sur la base de ces rapports, cela aurait été une approche facile. Mais certaines personnes sont hésitantes. Ils sont déjà allés à l'EEC. Et la première question que posaient les examinateurs dans ce scénario est: avez-vous un système de discipline progressive et l'avez-vous utilisé? En aviez-vous un? Un avertissement oral suivi d'un avertissement écrit, suivi d'une réprimande formelle, puis d'une suspension de 3 jours sans solde. Et cette approche progressive de la discipline, et elle n'est pas suivie. Souvent, la personne peut obtenir le remboursement des salaires perdus, la réintégration, etc., ce qui représente un vrai dilemme pour les employeurs. Dire que l'université avait peur ou qu'elle a été poursuivie n'est pas juste. Mais il faut reconnaître dans la réalité que les décisions d'embauche et de licenciement sont difficiles. Et beaucoup de gens, en particulier dans le milieu universitaire, sont réticents à la confrontation. Ils ne sont pas doués pour ça, même lorsque ce serait la meilleure approche pour toutes les parties, donc je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit juste d'appeler cela de la peur. Je pense qu'il est plus exact de dire cela. C'est une reconnaissance de... Il existe de nombreuses zones grises et domaines de responsabilité. Et la tragédie, c'est l'incapacité à prévoir cela. Passer d'une personne qui met quelqu'un très mal à l'aise parce qu'ils se penchent au-dessus d'eux devant leur bureau ou qu'ils bloquent leur accès à la sortie, ce genre de comportement. Il y a un fossé entre ce genre de comportement inapproprié et un meurtre, vous savez, juste. Faire ce saut est un défi pour les familles et je pense que c'est vraiment difficile. Il y aura une étape dans cette procédure où l'université demandera au tribunal de lui accorder un jugement sommaire, ce qui signifie que les plaignants ne peuvent pas prouver l'un des éléments fondamentaux des accusations. Ou plus d'un, et qu'en droit, le tribunal, même s'il ne peut pas décider des faits, si une partie n'a pas la capacité de présenter certains faits concernant un aspect particulier de la plainte peut être rejetée par le tribunal. Donc, ça va être le principal obstacle pour ces personnes et ils ont beaucoup de travail devant eux. Toi et moi en parlions en dehors de l'antenne, et nous avons évoqué à quel point l'image que cela renvoie est vraiment terrible, tu sais, vraiment affreuse. Je veux dire, tu avais ce type qui mettait mal à l'aise des femmes dans tout ton département de criminologie, tu as une professeure qui dit, tu sais, ce type va devenir un prédateur, je travaille avec des prédateurs. Je te dis qu'il va devenir un prédateur, ça donne vraiment une mauvaise impression. Et ensuite, il commet un quadruple homicide, tu sais, pas directement lié à l'université où il étudie, mais à une université voisine. Comment vois-tu évoluer cette affaire? Essaies-tu juste de tout faire disparaître ou te bats dessus? Parce que tu vas dire, malgré tous les signaux d'alerte et tous ces criminologues qui disent « Vous avez, on a un problème, c'est horrible ». On ne peut pas laisser des femmes seules avec ça. Avec ce type, est-ce que tu paies pour que tout ça disparaisse? Quel serait ton conseil? Eh bien, je suis généralement en faveur d'un règlement à l'amiable, parce que les procès sont très incertains. J'ai gagné des procès que j'aurais dû perdre, et j'ai perdu des procès que j'aurais dû gagner. On finit par avoir une décision très compliquée, comme nous l'avons évoqué ici, juste aujourd'hui, ces dernières minutes. Ce sont des questions très compliquées. Et les 12 jurés, ils vont avoir beaucoup de sympathie pour les familles, et la question sera de savoir si cela ira jusqu'au procès. Si cela survit au jugement sommaire, est-ce que les jurés seront capables de séparer leur sympathie émotionnelle pour les familles des plaignants et de la dissocier des exigences juridiques de la plainte? Et peser les preuves pour voir si ces éléments ont été, c'est un métier difficile. Et quand une personne a l'occasion d'atténuer ce risque, je recommande de le faire. Particulièrement ici, où les plaignants ont exprimé que leur souhait n'est pas tant l'argent, qui ne ramènera pas leurs enfants, mais plutôt c'est... Ils ne veulent pas que cela se reproduise.
Ils veulent que non seulement l'Université d'État de Washington, mais aussi toutes les écoles dans une situation similaire comprennent que ce genre de comportement. Les signaux d'alerte, comme vous l'avez dit, doivent être pris en compte et ils doivent l'être rapidement, pour le bien non seulement des étudiants. Ils devront aller dans cette direction et le dire. C'est un devoir. Les gens de la communauté ont le droit de compter sur le fait que l'école va faire son travail. C'est vraiment en loco parentis. Quand un étudiant va à l'université, les parents sont là et dans ce cas, l'université devient le parent. Et ils sont. Ils doivent me fournir ce genre de protection. Donc c'est ça, c'est le défi. Donc, et le règlement à l'avance permettrait aussi d'atténuer la terrible tâche qui va entacher l'université. Si les allégations de la plainte sont finalement prouvées concernant l'ignorance des différentes protestations étudiantes et tout ça, ça va être très difficile pour l'université de faire face à cela, uniquement d'un point de vue relations publiques. Un règlement précoce, discret, confidentiel, respectueux, pourrait grandement contribuer à minimiser les dommages que ce genre de révélation peut entraîner. Merci beaucoup de m'avoir rejointe, Thomas Scott. Ouais. Comme mentionné plus tôt, ce procès est désormais devant un tribunal fédéral. Nous continuerons à le suivre pour vous. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Law and Crime, merci d'avoir été avec moi. À la prochaine fois.